problème technique. Il y a une personne qui va être... Ah bah non, c'est bon. Ok, c'est lancé. Je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que vous voyez ma première slide? Oui. Ok. Super. Bon, je vais commencer directement. Donc, comme je vous disais en préambule, aujourd'hui, je vais vous parler de machine learning sur des données structurées en particulier sur Google Cloud Platform. Je m'appelle Jérémy Gomez, je suis consultant data dans la partie de Google Cloud qui s'appelle Professional Services. Donc, on est la partie conseil. On va aider nos clients à appliquer les bonnes pratiques sur leur environnement, sur leur application, et puis à accélérer leur montée en compétences sur GCP. Moi, je suis plutôt spécialisé sur la partie data. Voilà ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui. Alors, je sais que vous avez déjà eu des présentations, notamment sur AutoML Vision avec Alexander. Vous avez eu quelque chose sur BigQuery et ses capacités géographiques avec Razvan. Et Pascal, je crois que tu as fait aussi une présentation sur BigQuery. Oui, sur les outils de traitement de la donnée au sens large, leur usage, en fait, on n'est pas allé dans le détail de chaque outil, mais c'était data prep, voilà, ce genre de choses. D'accord. Bon, ça va pas trop recouvrir, parce que moi, j'avais décidé, avant de rentrer dans le vif du sujet de AutoML Tables et de BigQuery ML, qui sont deux outils qui vous permettent de faire des modèles sur des données structurées, j'avais pensé vous faire une petite overview de ce qui existe en machine learning sur GCP, donc de manière assez large et de manière assez rapide, mais pour que vous compreniez où est-ce que AutoML Tables et BigQuery ML s'insèrent là-dedans. Ok, donc vous avez déjà vu cette slide, mais l'idée c'est que dans les compétences qui existent aujourd'hui, les compétences de machine learning restent relativement restreintes. Il y a peu de gens qui sont très experts en machine learning. Il y a déjà beaucoup plus de développeurs et il y a beaucoup plus de gens qui ont des besoins business et qui n'ont pas forcément d'expertise machine learning. Et donc, dans une offre machine learning cohérente, je pourrais dire, ça a du sens de regarder toutes les populations. Donc, les populations business, on va apporter des solutions directement. Les développeurs, on va apporter des choses un peu packagées, mais où ils pourront quand même faire des choses en développement. Et les experts ML, où ils pourront aller très loin dans leur modèle de machine learning. Et donc, on a à peu près ça, nous, dans GCP. On a tout à droite les business users pour lesquels on a des solutions, ensuite des développeurs, et nous, on se focusera en particulier là-dessus aujourd'hui. Et on a des produits pour les experts de machine learning. Donc, si on commence rapidement, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur ce qu'on a comme solution. Donc, toute la partie tout à droite pour les business users. Donc, on travaille à Google de plus en plus sur la création de solutions un peu packagées qui répondent à des besoins. Le premier, c'est Document Understanding. Donc ça, c'est un produit qui va vous permettre de tirer de la valeur de vos documents. Donc potentiellement des documents qui sont PDF, qui sont des photos scannées, ce genre de choses. En fait, on va utiliser plusieurs produits pour typiquement aller faire de l'OCR, donc extraire du texte. Ensuite, aller faire du Natural Language Processing, c'est-à-dire comprendre le texte, faire de la classification, extraire des entités. Ensuite, éventuellement, créer un graphe de connaissances. Et donc, tout cet ensemble de produits crée une solution qui vous permet de tirer de la valeur de vos données. Le deuxième, c'est Contact Center. Ça, c'est quelque chose qu'on implémente avec des partenaires où on essaie d'apporter de l'intelligence artificielle dans les call centers. Donc, au cœur de ce produit-là, il y a ce qu'on appelle Dialogflow qui nous permet de créer des chatbots. Et il y a d'autres produits, et notamment un produit qui s'appelle Agent Assist, qui permet d'apporter de l'intelligence artificielle pour donner des informations pertinentes à la personne qui est au bout du fil au fur et à mesure de son call. Et on a Retail, donc pour les retailers, en particulier un produit qui permet de faire de la recommandation de produits. Donc, vous connaissez, c'est vous avez aimé ce produit, donc vous aimerez l'autre, ce genre de choses. Et une autre chose qui est la recherche de produits par photo. Vous faites une photo et avec cette API, vous êtes capable de retrouver le produit qui correspond à la photo. Donc ça, c'est tout à droite sur les business users. Ensuite, si je vais un peu plus
à gauche, donc j'arrive au milieu, c'est ce qui est, disons, pour les développeurs. Et là-dedans, vous avez tout un ensemble de services. Et la manière dont on peut le lire, ce slide, c'est tous les services avec marqué AutoML devant, et puis tous les autres services. Et donc, si j'explique un peu, AutoML, donc vous avez déjà vu AutoML Vision, notamment avec Alexander. AutoML, c'est un produit de machine learning qui, sans code, sans développement de modèles, vous permet d'accéder à la puissance des modèles de machine learning de Google. Typiquement, en Vision, nous, on est quand même assez avancé sur la recherche en machine learning à Google, et on a beaucoup de données. C'est-à-dire qu'on a créé des modèles de deep learning en particulier, pour reconnaître des objets dans les images. Et vous, le problème, c'est que si vous avez un use case particulier, donc le classique, c'est, je crois que vous l'avez vu aussi, c'est la question des nuages. Aujourd'hui, si vous donnez directement, si vous voulez faire la différence entre plusieurs types de nuages, les modèles de Google n'ont pas été formés pour ça. Par contre, ils ont été formés sur plein d'images. Donc, avec AutoML, vous arrivez avec un dataset, le vôtre, le dataset de nuages, par exemple, et avec ça, vous allez personnaliser le modèle. En fait, c'est du transfer learning. Vous allez réapprendre, on pourrait dire, la dernière couche du réseau de neurones. C'est-à-dire que vous allez profiter de toute la puissance des modèles de Google. Vous allez personnaliser ces modèles avec un peu de données. Et vous allez avoir des modèles qui ont de très bonnes performances. Comparé, si par exemple, vous avez 1000 images de nuages, et que vous voulez traîner un réseau de neurones, vous n'allez pas avoir une super accuracy, alors qu'avec AutoML, avec ces 1000 images et en utilisant AutoML, vous allez avoir probablement une très bonne accuracy. Donc tous ces AutoML-là, c'est l'idée de Google a des modèles, vous venez avec votre dataset supplémentaire et vous allez créer un très bon modèle personnalisé. Maintenant, partout où il n'y a pas AutoML, donc Vision, Vidéo, Translation, Natural Language, ce sont nos API de machine learning qui font une chose et qui le font très bien, qui ne sont pas forcément customisables, mais par exemple, text-to-speech, eh ben, vous allez donner du texte, ça va faire de la voix. Speech-to-text, vous donnez de la voix, ça donne du texte. Natural language, vous donnez un texte, ça va extraire les entités, ça va faire de la classification, etc. Vision, ça va reconnaître des objets. Et nous, aujourd'hui, on va focus sur les deux ici, sur la donnée structurée, donc AutoML Tables, et un petit nouveau qui s'appelle BigQuery ML, et qui permet de faire des modèles directement en BigQuery. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Alors, si je retourne... Hop. Pas de questions pour l'instant. Je vais un peu... Hop, excuse-moi, je vais le mettre en plus petit, comme ça je vais pouvoir le garder à côté. Voilà pour la partie que j'ai appelée développeur, donc qui est tout le milieu, c'est-à-dire sans grosse connaissance de machine learning, on va réussir quand même à faire de bons modèles. Ou alors directement on fait des appels aux API. Et à l'autre bout du spectre, donc maintenant on est dans les experts ML, on a une plateforme qui est assez complète, qui s'appelle AI Platform. En fait, il faut voir ça comme un environnement de développement pour les data scientists, avec un certain nombre de fonctionnalités. Et vous allez pouvoir faire comme vous avez l'habitude, c'est-à-dire utiliser des notebooks Jupyter, etc., mais en utilisant l'infrastructure de Google, en particulier pour entraîner vos algorithmes. Vous pouvez accéder à nos machines, à nos GPU, et même à des chips particuliers qui s'appellent les TPU, le TensorFlow Processing Unit, et qui permet de faire du deep learning de manière très efficace au niveau du training. Voilà, et donc pour passer rapidement là-dessus, vous avez des notebooks, donc là tous les data scientists peuvent utiliser ces notebooks, c'est Jupyter. Vous avez une partie donc training, où là vous allez utiliser l'infrastructure de Google pour trainer. Vous pouvez aussi utiliser cette plateforme pour hoster vos modèles, pour pouvoir faire des prédictions. Vous pouvez utiliser nos images donc à base de GPU et de TPU pour faire du deep learning de manière efficace. On a aussi un service de data labeling. Si vous n'avez pas la capacité vous-même, vous n'avez pas assez de force humaine pour labelliser votre donnée, vous pouvez demander à d'autres humains avec data labeling de le faire. Et puis il y a quelques services en plus, par exemple AI Hub, qui est un système qui permet de partager, soit à l'intérieur de votre entreprise, soit même à l'extérieur, des choses, c'est-à-dire des modèles, des data, des tutoriels, ce genre de choses.
Et enfin, Kubeflow, je pense que vous connaissez tous Kubernetes, qui est un système qui permet d'orchestrer des conteneurs. Et Kubeflow, c'est du machine learning sur Kubernetes. Et donc, par exemple, si vous l'utilisez sur GCP, vous pouvez très bien ensuite l'utiliser sur vos machines on-premise sans rien changer. Ça permet vraiment d'avoir du ML hybride. Vous utilisez GCP quand vous en avez besoin, et ensuite vous le rapatriez sur votre machine si vous le voulez. Voilà, alors avant, je vais peut-être vous montrer un petit peu où c'est ça dans la console rapidement, histoire que vous ayez un peu une idée. Hop. Alors, vous devriez voir ma console là, donc vous la connaissez sans doute, c'est console.cloud.google.com, c'est de là qu'on fait un petit peu tout. Et alors, je vais vous montrer où c'est tout ça. Alors, donc si je descends, là vous avez la partie compute, storage, network, opération, big data, et voilà, artificial intelligence. Donc, la partie tout à droite dont je parlais de business solutions, il n'y a pas forcément ici de trucs qui parlent de business solutions, parce qu'en général, c'est des solutions qui comportent plusieurs produits. En revanche, tout ce qui est AutoML et API dont je vous parlais, ils sont là-dedans. Par exemple, si vous voulez faire du AutoML ou des API sur Natural Language, vous allez ici. Là, vous avez translation, là, vous avez vision, table, celui qu'on utilisera tout à l'heure. Par exemple, si je vais dans Natural Language ici, ici, vous voyez qu'on peut faire du AutoML sur classifier des documents à partir de texte. On peut faire du AutoML sur l'analyse de sentiments. On peut faire de l'AutoML sur de l'extraction d'entités. Donc, je rappelle que AutoML, c'est des modèles qui sont déjà existants et vous allez apporter votre dataset pour personnaliser le modèle. Et ici, vous avez la partie non AutoML, la partie API. Et là, typiquement, vous voyez, c'est juste un lien vers les docs, parce qu'en fait, l'API, c'est juste un développeur qui doit faire un appel d'API vers l'API. Donc, il n'y a pas vraiment autre chose. Ah. OK. Peut-être que, du coup, si vous voulez tester ce qui existe dans les API, typiquement, il suffit si je tape Natural Language, est-ce que vous connaissez déjà ça? En fait, ça permet de ne pas nous-mêmes avoir à faire des appels HTTP, des appels d'API. On peut tester tout directement là. Il y a un exemple. Donc là, Natural Language, c'est la partie de notre offre qui traite le langage, donc du texte. Donc là, il y a un petit langage, il y a un petit texte qui est déjà là. Je vais faire analyser. Voilà tout ce que peut faire l'API de Natural Language. Il peut reconnaître des entités. Donc, par exemple, là, Google, il a reconnu que c'était une organisation, Mountain View, que c'était un lieu, Android, que c'était un produit, Sundar Pichai, que c'était une personne, etc. Donc, si vous utilisez vous-même l'API, c'est le même genre d'entité que vous allez avoir. Par contre, si vous utilisez AutoML et que vous personnalisez, vous pourrez extraire vos propres entités personnalisées. Là, pareil, il y a des choses sur le sentiment. Donc, chaque mot, est-ce qu'il a un sentiment négatif, positif et le sentiment global. Il y a une API sur la syntaxe qui peut vous dire quel type de partie de grammaire chaque mot appartient. Et il y a un dernier sur la catégorie. Donc là, il dit par exemple qu'il pense que ce texte est relié à l'Internet. Là, pareil, si vous prenez AutoML, vous arrivez avec votre dataset et vous mettez vos propres catégories pour les personnaliser. Donc voilà, ça c'est un exemple d'API. Et derrière, si vous utilisez AutoML, vous pouvez personnaliser tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ok, merci. Bon, je continue alors. Donc je continue et je fais un focus sur la partie en jaune qui est la partie développeur. Donc vous vous rappelez que c'est deux choses, c'est les API et c'est AutoML. Sauf que aujourd'hui, le sujet de cette démo, c'est vous avez des données structurées. Quand même, la plupart des données, c'est des données tabulaires finalement qu'on a. C'est donc des lignes et des colonnes. Et comment on peut faire avec GCP. Donc je vais commencer par AutoML Tables. Ok, donc là,
l'idée, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut créer un modèle sur des données structurées, bon, en général, si on est sur des gros volumes de données, on doit d'abord faire un export d'une base de données ou quelque chose comme ça. Et on a deux grandes familles de solutions. La première, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément expert en machine learning, mais qui va essayer avec Excel de faire ce qu'il peut, donc par exemple des régressions linéaires, ce genre de choses, et qui va itérer. Et ça ne va pas forcément donner un résultat extraordinaire, parce que ça reste juste Excel, on n'a pas tous les modèles, etc. De l'autre côté, à droite, on a les spécialistes du machine learning, qui vont aussi éventuellement faire un extract pour que ça rentre dans la mémoire de leur ordinateur, créer un modèle, donc ça peut être TensorFlow, mais ça peut être d'autres types de modèles, et itérer jusqu'à ce que le modèle soit bon. Donc ça peut prendre un certain temps, donc ça prend du temps et ça prend bien sûr de l'expertise machine learning. Et c'est là que AutoML prend tout son sens, c'est que sans avoir d'expertise machine learning, juste en venant avec un dataset qui est à peu près formaté comme il faut, on peut directement mettre le dataset dans AutoML, on va traîner un modèle, on peut même le déployer et le servir directement, c'est-à-dire en cliquant sur déployer, vous verrez que ensuite on peut, avec des appels d'API, avoir les prédictions. Et AutoML, ce qui est bien avec AutoML, c'est que d'une part, ça crée des modèles qui sont performants, et d'autre part, c'est très rapide à développer. En fait, il n'y a pas de développement, pour ainsi dire, vous verrez ce que ça donne, et sans expertise machine learning. Donc l'idée, c'est qu'on vient avec sa data, et en utilisant l'interface graphique qui est dans la console, on est capable de traîner le modèle, de l'évaluer, et de faire des prédictions avec. Donc cette slide, elle date un petit peu, mais l'idée, c'était... En fait, il y a eu un gros engouement autour de AutoML il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, parce que c'était nouveau, et on s'est rendu compte que sur les concours Kaggle, donc les concours de data science, AutoML avait une très bonne performance. Donc, il était souvent dans les 25 premiers, et même parfois dans les 25%, pardon, et même parfois sur le podium. Et donc, il y a eu pas mal d'engouement, et il est vrai que AutoML fait des modèles qui sont en général assez performants. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs AutoML, hein, Vision, Vidéo, Natural Language Translation, et nous, on va regarder Tables en particulier. Un petit rappel sur qu'est-ce que c'est un données structurées quand on fait du machine learning. Donc là, par exemple, données structurées, c'est des colonnes et des lignes, hein, ce qui rentre dans une database classique relationnelle. Ici, dans l'exemple, on est sur une place de marché. Donc une place de marché où ce qu'on va vouloir faire, c'est prédire le prix auquel va se vendre un objet. Donc on a plusieurs colonnes, on a la géographie, on a quel est le marché, la date, le titre, la description, catégorie et la marque. Et à partir de ça, une fois qu'on aura un nouveau produit qui arrive avec ces données-là, on va être capable de déterminer quel sera le prix de vente. Donc cette dernière colonne, celle qu'on veut prédire, elle s'appelle variable cible ou variable target. Et les autres colonnes, donc on appelle ça les features. Donc AutoML Table, on va lui donner juste des données structurées comme ça, et il va créer un modèle un peu state of the art. Il va faire un certain nombre de choses sur les variables, ça je rentrerai plus dans les détails. On peut facilement avoir des gros datasets, puisqu'on peut faire des imports depuis BigQuery. Donc on peut avoir un dataset jusqu'à 10 terabytes, par exemple. Et on fait ça avec une interface. Voilà le genre de choses qu'on fait, mais ça vous serez familier avec ça. Prédiction de stockout, prédiction de prix, prédiction de churn, ce genre de choses, c'est assez classique. Et ce que va faire AutoML, c'est qu'il va faire plein de choses pour vous. Il va faire notamment plein de tests de feature engineering, c'est-à-dire qu'il va tester plein de combinaisons, notamment par exemple pour les strings, il va faire du one-hot encoding, pour les timestamps, il va normaliser les timestamps, pour les strings, il va appliquer les méthodes actuelles et voir si ça fonctionne pour votre cas, donc stemming, éventuellement synonyme, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un peu packagé pour vous. Vous n'avez pas forcément accès à tout ce qu'il fait, mais il va essayer beaucoup de choses jusqu'à trouver la meilleure manière. Et il est résilient à tous les problèmes qu'on a en général en machine learning, c'est-à-dire qu'il applique des techniques pour les datas qui sont imbalanced, donc quand il y a beaucoup trop d'une classe par rapport à l'autre, pour les valeurs qui manquent, pour les outliers,
features qui sont très corrélées pour les ID, ce genre de choses. Donc en fait, on peut voir AutoML. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il prend un peu de temps quand même à traîner. C'est qu'il va essayer plein de choses. En gros, c'est state of the art du machine learning. Il va essayer et il va garder le meilleur modèle. Et voilà quelques exemples de modèles, par exemple. Donc, tout le zoo des modèles de Google, il va tester ce qui a du sens. Donc, des modèles simples, et puis après des modèles de deep learning, des modèles d'arbres boostés, ce genre de choses. Et notamment les dernières méthodes de Google Brain. Donc, il y a un travail qui est assez proche entre les personnes de cloud qui développent AutoML et Google Brain, qui est une des parties de Google qui travaille sur le deep learning. Et donc, les nouvelles méthodes qui arrivent de Google Brain sont ensuite sélectionnables et utilisables par AutoML directement. Je m'arrête un petit peu. Et est-ce que vous avez des questions là-dessus? Hop, je regarde dans le chat. Non, pas pour l'instant. OK. Alors, je vais commencer un petit peu la démo sur AutoML. Voilà. Hop. OK, alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer... donc, j'ai choisi un dataset. J'ai essayé de trouver un dataset français intéressant, mais finalement, je me suis rabattu sur un dataset américain qui est un petit peu d'actualité, puisque c'est un dataset sur les hôpitaux aux États-Unis. Alors, il ressemble à ça. Hop. Donc, c'est un dataset sur des personnes qui ont été admises en hôpital. Donc là, on a par exemple quel est le county de l'hôpital, l'ID de l'hôpital, on a des informations sur le groupe d'âge, sur le genre par exemple, l'ethnicité. Il y a tout un tas d'informations sur le patient qui est arrivé à l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'il a eu, quel genre de procédure. Et là, mon but, ça va être de prédire pour un nouveau patient combien de temps il va rester. Donc le fameux length of stay, ça c'est en jours. L'idée, c'est que j'ai envie de prédire, voilà, quand un patient arrive et qu'on a à peu près ces informations-là, on va prédire son temps de séjour à l'hôpital. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer mon dataset dans BigQuery. Alors, ce n'est pas obligatoire, donc je pourrais directement le mettre dans AutoML Tables, mais je vais le mettre parce que c'est intéressant de faire aussi quelques requêtes statistiques. Et puis ensuite, ça me servira après parce que je vais vous parler de BigQuery ML. Alors, voilà mon projet. Mon projet, il s'appelle Cat Project ici. Donc, je clique dessus. Je vais créer un nouveau dataset. Donc, dans BigQuery, je vous rappelle qu'il y a deux niveaux. Il y a le dataset et à l'intérieur, il y a les tables. Je vais le mettre en Union européenne. Alors aujourd'hui, AutoML Tables, il est soit stocké en US, soit stocké en Union européenne. Et du coup, pour que ces produits-là dialoguent de manière seamless, il vaut mieux créer aussi dans BigQuery dans l'Union européenne. Donc, je crée mon dataset que j'ai donc appelé Spiral, il est ici. Donc maintenant, je vais créer ma table. Donc, Create Table ici. Je ne vous ai pas montré, mais en préambule, j'ai mis dans Google Cloud Storage. Donc, Storage, c'est là où on stocke nos fichiers dans GCP. Donc, j'ai créé un bucket, pareil, Union européenne ici. Et j'ai mis le dataset que je vous ai montré. Donc, il y a 30 000 lignes. C'est un CSV. Donc, voilà, je l'ai mis ici, tel quel dans le bucket. Donc, je retourne dans BigQuery. Je lui dis de créer une table à partir de Google Cloud Storage. Je vais le chercher ici. Je vais l'appeler Hospitals Intake. Ici, vous avez, donc vous voyez déjà qu'il a vu que c'était un CSV automatiquement. Ici, vous avez la possibilité d'auto-détecter le schéma.
C'est ce que j'avais fait au début, mais je me suis rendu compte, je pense qu'il doit y avoir certaines lignes qui sont mal formatées dans le dataset. Et du coup, mon length of stay, donc le nombre de jours de séjour, il me le considère par défaut comme un string, alors que moi, je veux que ce soit un entier, bien sûr. Donc là, je vais moi-même faire mon schéma. Donc pour déterminer le schéma, vous pouvez soit faire comme ça, add field, add field, add field. Mais du coup, je l'ai préparé pour aller plus vite. Donc je fais edit as text et je vais coller mon schéma que j'ai préparé. Hop. Voilà, donc là, en fait, chaque colonne, on lui donne un type et on lui dit est-ce qu'il peut être nul ou pas. Donc là, si je regarde mon length stay, vous voyez, je le force bien à être entier. Donc là, je crée ma table. Partitioning, clustering, c'est des choses pour améliorer la perf et les coûts, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui, c'est du BigQuery. Nombre d'erreurs, alors souvent les datasets ne sont pas parfaits, et donc le schéma que j'ai mis, peut-être qu'il y a certaines lignes qui ne vont pas matcher. Voilà, ce que je fais, c'est que je dis, je autorise 100 erreurs en tout, maximum, et ces erreurs-là, ces lignes-là, elles ne seront pas insérées. Le délimiteur, c'est bien la virgule, et je lui dis de passer une ligne, parce que ma première ligne, c'est là où il y a les noms des colonnes. Hop, et donc, voilà. Pas, hop. Donc je crée ma table. Donc là, ça crée un job de load. Je vais aller voir le job. Il est en bas. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, si je vais voir dans ma table là qui s'est créée, j'ai donc des infos sur le schéma, mais bon, ça ne va pas être trop une surprise parce que c'est moi qui décide le schéma. Dans les détails, vous avez par exemple la taille, le nombre de rows. Donc là, vous voyez, j'en avais 30 000 et là, j'en ai 29 976. Donc voilà, il y en avait 24 qui étaient en erreur. Il est bien dans l'Union européenne. Et voilà, donc là, j'ai ma table. Maintenant que j'ai ma table, je vais aller dans AutoML Tables. Ah, je peux aussi aller dans Preview pour voir un petit peu. Puis je peux faire éventuellement des requêtes statistiques dessus. Voilà, donc là, j'ai ma table dans BigQuery. Maintenant, hop, je descends. Et je vais aller dans la partie Tables. Donc Tables, il n'y a pas d'API Tables, donc c'est vraiment que AutoML Tables. Donc, dans AutoML Tables, vous avez la notion de dataset. Là, je vais aller sur Union européenne, New Dataset. Là, je lui donne un nom. Par exemple, Create Dataset. Donc là, vous avez le choix soit d'importer depuis BigQuery, soit d'importer depuis Cloud Storage, soit d'uploader depuis votre ordinateur. Donc moi, vu que je l'ai mis dans BigQuery, je vais importer depuis BigQuery. Donc là, on me demande l'ID du projet. Donc l'ID de mon projet, c'est ça. Le dataset, c'était Spiral. Et le nom de la table, c'était Intake. Voilà, donc là, je ne vais pas faire import parce que je l'ai déjà fait. Alors, l'import des datasets sur AutoML, c'est un truc qui se fait offline en batch, donc ça peut mettre, eux, ils disent maximum 1 heure. En général, ça prend 2-3 minutes plutôt. Mais pour éviter d'attendre 2-3 minutes, je l'ai fait en avance. Donc voilà, il est là. Donc, j'ai rien fait, hein. J'ai juste fait import et voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, je peux cliquer. Voilà, donc là, j'atterris sur mon dataset avec toutes les colonnes. Et là, vous pouvez choisir. Donc là, il a lui-même, il a dit, je pense que celle-là, elle est plutôt texte, celle-là, elle est plutôt numérique, celle-là, elle est plutôt catégorique. Mais vous pouvez changer si vous pensez que c'est plutôt autre chose. Ensuite, vous choisissez votre target colonne. Donc moi, je choisis length of stay, puisque c'est ça que je veux prédire. Vous pouvez aussi éditer quelques paramètres en plus. Là, par exemple, donc là, par défaut, ce sera 80% pour le training, 10% pour la validation, 10% pour le testing. Mais vous pouvez le faire manuellement. Alors pour le faire manuellement, il vous faut une colonne de plus dans le dataset. Et donc à chaque ligne, vous mettez si c'est du test ou train. Et vous pouvez aussi définir si vous avez une colonne en temps, vous permettra à AutoML de mieux splitter. Mais là, j'en ai pas. Et vous pouvez aussi, si vous avez une colonne de poids, c'est-à-dire que si vous voulez que certaines lignes soient plus importantes que d'autres, vous pouvez avoir une colonne poids.
Et donc là, si vous en avez une, vous pouvez la mettre ici. Moi, j'en ai pas, donc je cancel. Je traîne le modèle. Et là, pour ceux qui étaient là dans AutoML Vision d'Alexander, vous vous rappelez peut-être, on met un budget ici, donc un maximum de nœuds heures. Sauf que ici, dans AutoML Tables, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation. Ils ne nous disent pas, pour ce modèle, je vous recommande ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, il faut choisir soi-même. Si vous mettez un, par exemple, là, ça va mettre probablement un peu plus d'une heure, le temps que, vu que ça se fait en batch aussi, le temps que l'infrastructure se monte, etc. Donc l'idée avec AutoML, c'est qu'il faut lancer le training et ensuite il faut partir faire autre chose. Vous allez recevoir un email quand ce sera terminé. Et il s'avère que pour ce modèle-là, j'avais essayé avec 2 heures aussi. Il s'avère qu'avec 2 heures, c'est meilleur. Il a besoin d'à peu près 1 heure et demie pour avoir le meilleur modèle sur ce modèle. Ensuite, vous sélectionnez les colonnes que vous voulez utiliser en feature. Vous pouvez toutes les utiliser ou pas. Et ensuite, vous avez le summary. Donc, ce sera un modèle de régression puisqu'on essaie de prédire un chiffre. Data split automatique. Le target, c'est length of stay. Les input features, ben là, j'en ai mis 36. Le nombre de rows. Et vous pouvez aussi choisir votre coût. Si vous préférez que l'objectif de minimisation du coût, ce soit sur un RMSE, donc ça c'est le mean squared error, ça c'est une erreur absolue, ça c'est une erreur logistique. Et on conseille aussi de laisser early stopping mis. Par exemple, si vous dites je veux 2 heures nœuds, mais qu'il a besoin que d'1,5 et que vous laissez le early stopping, il s'arrêtera au bout de 1,5 quand il fait plus de progrès et qu'il pense qu'il a trouvé le meilleur modèle, il s'arrêtera. Après, vous faites train modèle. Là, pareil, vu que ça met au moins 1 heure, je l'ai préparé. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Moi j'en ai une, Jérémy. Est-ce qu'on a des guidelines ou des ABAC sur effectivement dans les features à choisir, est-ce que lui-même déjà fait un choix ou indique le choix qu'il a fait s'il en a fait un? Alors, il indique le choix qu'il a fait en effet après, quand le training a été terminé d'être traîné, puisqu'on va voir, en fait, il montre les features importance. Donc, en fait, en quelque sorte, si on lui donne toutes les features, il va toutes les prendre en compte. Mais lorsqu'il va tester toutes les combinaisons possibles de features et de modèles, il y en a certaines qu'il ne va pas utiliser et il y en a d'autres qu'il va utiliser. En fait, on ne sait pas exactement, mais en effet, à la fin, après le training, on voit lesquels ont de l'importance. D'accord. Donc on a intérêt, en tout cas en première approche, à tout mettre et puis à voir ce qu'il en sort. Bon. Sauf si on pense qu'il y a un gros leak, par exemple, dans une variable qui est qui contient en fait la target, par exemple. Alors normalement, AutoML a des guardrails pour ça. S'il y a des variables qui sont trop corrélées, il ne va pas les utiliser. Mais si nous-mêmes, en tant que business, avec une connaissance business, on dit non, ça, ces variables, c'est quasiment les mêmes. Enfin, cette variable, c'est la même quasiment que la variable cible. Dans ce cas-là, en effet, il vaut peut-être mieux l'enlever. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors je passe à la suite. Il y a eu une question, pardon, Jérémy. Ah, pardon, excuse-moi, je ne l'avais pas en... Ouais. Tous les guardrails sont transparentes. Alors, les différentes choses, en effet, que vont faire AutoML, ça n'est pas forcément complètement documenté. En revanche, disons qu'il y a de l'amélioration là-dessus de plus en plus. Une fois que vous avez traîné un modèle, vous pouvez aller voir dans les logs, qui s'appelle Stack Drivers, CGCP. Et dans les logs, vous pouvez avoir une idée de tous les modèles, tous les essais que AutoML a lancés. Donc ça peut vous donner une idée de ce qui s'est passé. En revanche, je ne crois pas qu'aujourd'hui on a la granularité pour montrer quelque part une information, pour dire là on a fait ceci pour les classes en balance, pour la classe imbalance, ou alors on a fait ceci pour les missing values. Pour l'instant, ce n'est pas une information qui est exposée, mais en tout cas c'est bien documenté, en tout cas en interne par l'équipe de AutoML. Et on a une autre question sur les logs. C'est vrai qu'on n'a pas, dans les précédentes sessions, on n'a pas beaucoup parlé des. Alors, je vous montre.
Alors, peut-être je vous montrerai après, parce qu'en fait, il y a un lien qui se fait directement depuis le modèle, ça sera... D'accord. Merci Christine pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je passe au modèle maintenant. Donc, on fait comme si on avait attendu 1 heure, un truc comme ça, ou 1 heure et demie. On a reçu un mail nous disant le dataset, pardon, le modèle a été traîné. Donc, on retourne dans notre dataset et maintenant, lorsqu'on ira dans l'onglet modèle, il y a quelque chose. Moi, j'en ai traîné 2 parce que je voulais essayer plusieurs. Je peux déjà vous montrer. Ici, dans le premier, j'avais inclus 7 colonnes et j'avais laissé une seule nœud heure. Et donc, on avait par exemple un absolute erreur de 3 et quelques. Alors que là, j'ai rajouté un peu plus de colonnes et surtout, j'ai laissé 2 nodes heures. Donc, il s'est arrêté au bout d'1,5. Et là, vous voyez que ça a quand même pas mal. L'erreur a été quand même pas mal baissée, donc ça s'est amélioré. Donc là, ben voilà, c'est le moment où je vais montrer. Si vous cliquez ici dans Trials Models, hop, je clique, ça va vous envoyer directement vers ce qu'on appelle nous Stackdriver Logging. Donc, sinon, je peux vous montrer d'habitude comment on fait pour y accéder. Donc, avec le menu à gauche, vous descendez jusqu'à Opération. Et là, c'est dans la partie Logging. Donc, c'est tous les logs de la plateforme. Mais donc, du coup, si vous cliquez là où j'ai cliqué, ça vous ramène exactement où il faut. Là, je vais faire un Run Query. Hop. Là, je ne vais pas rentrer dans les logs parce que c'est un peu difficile à lire et moi-même, je ne connais pas exactement tout. Mais par exemple, là, vous allez voir un modèle qu'il a essayé. Si je clique là-dessus, ici, c'est dans le JSON Payload. Je vais en dire ça. Par exemple, modèle structure, modèle parameters. Et là, vous voyez, par exemple, là, il a créé un modèle de... Alors, je ne sais pas si c'est un XGBoost ou si c'est un Random Forest. Non, c'est des Boosted Trees. Et vous voyez combien il a utilisé d'arbres, la maximum de profondeur de l'arbre, la L1, régularisation, ce genre de choses. Donc, si vous allez un peu fureter dans les logs, vous allez avoir un petit peu tout ce que AutoML a essayé. Voilà. Donc maintenant, l'onglet Evaluate. Donc là, vous allez avoir des métriques d'évaluation sur votre modèle. Donc là, on revoit donc les métriques classiques d'erreur. On a aussi la métrique de corrélation ici. Et vous avez de l'explainability. C'est-à-dire que vous voyez l'importance des features. Ben, là, la plus importante pour déterminer la durée de séjour, ben, c'est la description de la maladie, en gros. Ensuite, il y a d'autres variables qui sont moins importantes. Alors, ça vous permet de comprendre votre modèle. Et enfin, Test and Use. Donc, Test and Use, ben, ça va vous permettre tout simplement de le tester, c'est-à-dire de faire des prédictions dessus. Alors, vous avez deux manières de faire, batch et online prediction. Le batch, vous allez lui donner un ensemble de lignes et vous voulez voir qu'est-ce qu'il va prédire. Donc là, vous pouvez le faire à partir de BigQuery ou de Cloud Storage. Moi, je vous ai préparé un petit fichier depuis Cloud Storage où j'ai uniquement... Donc c'est comme si c'est des nouveaux exemples qui arrivent. Donc j'ai uniquement mis les 7 colonnes sur lesquelles j'avais traîné l'algorithme. Voilà, le résultat, vous pouvez le mettre soit dans BigQuery, soit dans Cloud Storage. Donc je vais mettre Cloud Storage encore. Send Batch Prediction. C'est parti. Alors, Batch Prediction, c'est gratuit. Et du coup, c'est un peu batch, quoi. C'est offline. C'est-à-dire que ça peut mettre 1 ou 2 minutes encore. Et du coup, je l'ai préparé en avance. Donc, je retourne dans mon bucket. Vous voyez, ça crée un dossier pour vous. Prédiction. Donc, ça crée un dossier, un fichier erreur et un fichier table. Donc, ça, c'est s'il y a eu des erreurs. Là, les 133 bytes, ça correspond juste au nom des colonnes. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Et celui-là, bah, c'est mes prédictions. Je vais le télécharger. Je vais l'ouvrir. Hop. Et donc, voilà. Donc là, je lui avais passé une dizaine de lignes. Et on peut voir ce qu'il a prédit ici. Donc sur celui-ci, là, le premier qui a eu syncope, collapse, etc., il a prédit 3,6 jours voilà, de stay. Sur celui-là, gastro-intestinal, il a prédit 6 jours, etc., etc.
Ça, c'est les batch prediction. Vous pouvez en envoyer, c'est pas real-time, mais vous pouvez en envoyer plein, et c'est gratuit. Par contre, si vous voulez faire de l'inline prediction, donc si vous avez par exemple je sais pas moi, une application qui a besoin de taper sur une API, ben, c'est très simple. Vous allez dans online prediction, vous faites deploy, donc moi je l'ai déjà fait ici, mais vous faites deploy, ça met peut-être 10 minutes à se déployer. Et ensuite, vous pouvez taper, en fait, il y a une API qui est mise à votre disposition, vous pouvez taper dessus pour avoir vos prédictions. Donc, vous n'avez pas fait de machine, il y a des machines nulle part, vous n'avez pas développé d'API, rien du tout, et vous pouvez quand même faire des appels à une API qui vous renvoie des prédictions. Donc là, par exemple, il donne un exemple, là, si je fais predict, voilà, on voit que pour lui, qui a 70 ans, qui est hispanique, qui est rentré dans les urgences, qui a une septicémie, ben, il a prédit 15 jours de stay. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais montrer sur AutoML. Donc, vous voyez que c'est juste un import de dataset. Ensuite, vous choisissez lesquels sont catégoriels, etc. Vous traînez, vous choisissez quelques paramètres, et ensuite, vous attendez. Et ensuite, vous avez votre modèle, un modèle qui, en général, est assez qualitatif. Vous avez des métriques d'évaluation, et vous pouvez, si vous voulez, directement créer une API juste avec un clic d'un bouton, deploy modèle, et vous avez une API que vous pouvez utiliser dans vos applications. Voilà, donc ça c'est AutoML Tables. Je m'arrête un peu pour voir s'il y a des questions. Une question qui est arrivée là, c'était ça. Et si on veut tuner soi-même le training. Alors, ah bah oui, ça me fait penser, merci Christine, que j'ai oublié de montrer quelque chose. C'est l'export du modèle ici. Si vous voulez le tuner vous-même, il faut l'exporter. Donc ici, vous faites export modèle. Vous dites où est-ce que vous voulez exporter, donc dans Cloud Storage. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait, donc je peux vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc voilà le genre de choses que ça exporte. C'est un dossier. Et à l'intérieur du dossier, il y a plusieurs fichiers qui listent les variables, ce genre de choses, mais le plus important, c'est celui-là, savemodel.pv. Donc ça, c'est un modèle TensorFlow. Donc si vous voulez, vous pouvez ensuite, soit en local sur votre machine avec TensorFlow, soit sur Cloud Platform AI, vous pouvez aller modifier et tuner le modèle qui a été généré pour vous. Alors, le réintégrer, alors on ne peut pas le remettre dans AutoML. Par contre, si l'idée, c'est d'utiliser ce modèle pour le servir sur Google Cloud Platform, exactement, ce que je disais, il faut utiliser donc Cloud AI, la partie serving. Donc, si je retourne dans intelligence artificielle, donc la partie que j'ai présentée comme étant plus avancée au début, la AI Platform. Et si vous allez dans modèle, je crois que c'est ici, on peut en importer. Alors, je ne sais pas si c'est ici, ça peut être ici. Enfin, il y a un endroit, peut-être dans le job. Enfin, il y a un endroit ici où vous pouvez réintégrer votre modèle TensorFlow pour pouvoir le servir sur GCP. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais normalement, c'est par ici que ça se passe. Merci à toi. S'il y a d'autres questions. Ok, alors je passe sur la dernière partie, BigQuery ML. Vous allez voir, c'est intéressant. Ça ne sert pas à faire exactement la même chose qu'AutoML. Il y a des pour, il y a des contre. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme produit. Alors, BigQuery ML. Donc, je rappelle que BigQuery, c'est notre solution de data warehouse qui scale jusqu'à des pétabytes de données, qui utilise un SQL standard, et qui a tout ce qui va bien, donc chiffrement automatique, durable, highly available. Donc, en fait, vous n'avez pas d'ops à faire sur BigQuery, en gros.
vous n'avez pas besoin d'ajouter des machines ou d'en enlever. Vous faites votre requête et automatiquement, il y aura les ressources nécessaires pour votre requête qui seront provisionnées. Et BigQuery, vous payez au stockage et à la quantité de données qui est scannée lorsque vous faites vos requêtes. Donc, ce qui est bien, c'est que on a ce produit-là, donc qui est unique chez nous, qui s'appelle BigQuery ML, c'est-à-dire qu'on reste dans BigQuery, pas besoin d'exporter, d'aller autre part, etc. Et on utilise du SQL uniquement, et avec ça, on est capable de créer des modèles de machine learning. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors, BigQuery ML ne fait pas autant de choses qu'AutoML, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est pas exactement pour le même besoin. Il fait quand même quelque chose. Donc, derrière, il tune le learning rate, il fait un split entre training et test, il remplit les valeurs nulles, voilà, il fait du one-hot encoding, il gère la class imbalance. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de trous ici. C'est parce que j'ai enlevé ceux qui sont dans la roadmap, donc sur lesquels on ne peut pas communiquer, mais je vous conseille de garder les yeux ouverts sur BQML parce qu'il y a des modèles très intéressants qui arrivent. Donc, pouvoir utiliser ce genre de modèle directement dans BigQuery, c'est vraiment un gain de temps super. Donc, aujourd'hui, c'est logistic regression pour la classif, linear regression pour la régression. On a un modèle de clustering, K-means, et on a un modèle de factorisation de matrice pour la recommandation surtout. Et ensuite, on peut importer des modèles TensorFlow qu'on a créés dans Cloud Platform ou alors sur vos machines. Et on peut aussi exporter les modèles qu'on a fait dans BQML vers Cloud Platform AI ou vos machines si vous voulez les tuner. Mais du coup, j'en profite, question, on pourrait presque importer le modèle que tu as exporté tout à l'heure vers BQML. Exactement. Et en fait, il y a un truc qui est public et qu'ils sont en train de faire pour que ce soit encore plus direct. On va pouvoir, lors de la création du modèle dans BigQuery ML, directement mettre « je veux un modèle AutoML ». En fait, il va utiliser AutoML directement. D'accord. Ouais. Et donc ça, ce sera un peu la killer feature à mon avis. Mais en effet, pour l'instant, il faudrait passer par des étapes d'import-export. Donc, si une interface SQL, pour un data scientist, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer plein de modèles et de ne pas passer de temps sur des ETL, donc des pipelines qui vont aller faire des exports, des imports entre différents outils. Et comme je l'ai dit, ensuite, il peut exporter le modèle vers XMLE, c'est l'ancien nom pour AI Platform, pour le tuner. Et pour un data analyst qui a moins d'expertise en machine learning, il peut quand même, avec son domaine, son knowledge, sa connaissance business, pardon, il peut quand même faire très facilement des modèles de machine learning. Donc, pour du batch prediction, vous allez voir, c'est du SQL. Si vous voulez faire de l'online, il faut le mettre dans Cloud AI Platform. Et vous pouvez prédire avec si vous avez des outils favoris de visualisation, vous pouvez aussi le connecter pour faire des prévisions. Avant de faire la démo, je fais déjà un petit point entre AutoML Tables versus BigQuery ML. AutoML Tables, c'est pour des problèmes où on a besoin d'avoir la meilleure performance, complètement automatisée, donc très rapide en termes de développement. Il y a quelques heures, par contre, de training, et on va arriver à un modèle qui est très qualitatif. BigQuery ML, c'est plus pour aller vite, quoi, pour faire de l'expérimentation, pour avoir une rapidité d'expérimentation qui est forte. Et aussi, là, on est sur des modèles qui sont plus simples pour l'instant sur BigQuery ML, donc éventuellement plus explicables. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a vu que dans AutoML Tables, on avait une explicabilité déjà maintenant dans ce produit-là. AutoML, il va trouver quel est le meilleur modèle en essayant plein. BigQuery ML, c'est vous qui dites le modèle que vous allez utiliser. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns. Et donc, on n'arrivera probablement pas avec BigQuery ML à la même perf qu'avec AutoML Tables, mais on va beaucoup plus vite. AutoML Tables, je vous ai montré, c'est une interface graphique, même si vous pouvez aussi utiliser du code si vous le souhaitez. BigQuery ML, c'est juste du SQL, très simple. Et AutoML Tables, en fait, tous les AutoML, ils ont la même interface, donc c'est assez cohérent.
Et là, l'idée, c'est que dans BigQuery ML, ben, bientôt, juste en faisant du SQL, vous pourrez utiliser AutoML Tables comme un type de modèle. Et donc, je vais passer à la démo. Alors, donc là, je reviens sur BigQuery. Donc, vous voyez toujours ma table là, Hospitals Intake. Et par exemple, bah, je peux déjà, par exemple, pour une petite là, faire quelques requêtes d'analytics, par exemple. Si par exemple, je veux connaître d'habitude combien de temps les gens restent par procédure différente, je peux runner ça et je vais voir. Voilà, donc, je pourrais faire un order by aussi, mais on voit par exemple pour les arthroplasties, il reste plutôt 3 jours. Pour les respirateurs intubation, il reste plutôt 10 jours. Voilà, pour les amputations, il reste plutôt 13 jours. Donc ça vous permet déjà d'avoir un peu, de comprendre vos données. En général, on fait un petit peu quand même d'analyse avant de passer au machine learning, donc ça peut être toujours utile. Maintenant, je vais créer mon modèle. Je vais faire comme dans AutoML, je vais juste garder cette colonne. Hop. Voilà ce que ça donne. Il suffit de faire donc create, bon là je sert à rien le replace, create model. Là je vais créer un modèle. Je choisis le type de modèle. Donc là je choisis la régression linéaire. Si vous allez dans la documentation, il y a d'autres types d'options. Vous pouvez un peu tuner les hyperparamètres, ce genre de choses. Et ici, donc je lui dis que ce qui m'intéresse dans mon modèle, c'est ces colonnes-là, sachant que celui qui s'appelle label, c'est la colonne que je veux prédire. Donc, il suffit de faire ça, en fait. Hop. Donc ici, alors si vous voulez, vous pouvez vous-même faire votre train et test. BigQuery le fait déjà tout seul. Donc là, pour la démo, je vais pas forcément le faire. Donc là, il suffit de faire ça. Je vais runner. Et donc là, il est en train de fitter une régression linéaire sur mes 30 000 lignes de données. Normalement, ça prend... Alors, les fois d'avant, ça prenait une dizaine de secondes. Là, ça prend un peu plus longtemps, je dirais. Bon, là, ça a pris 20 secondes. Donc voilà, là, juste en 20 secondes, en n'ayant quasiment rien fait, vous voyez, on a le modèle qui est créé ici. Je vais cliquer dessus. Voilà, donc là, je vois que c'est une linéaire régression. Il a utilisé par défaut le mean squared loss en erreur. Je peux aller voir les tables qu'il a créées temporaires de training et d'évaluation. Donc, il fait à peu près du 80-20 par défaut. Il a eu besoin d'une seule itération pour arriver à un bon modèle. Si je vais dans training, bon là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a eu une seule itération. Si je le mets en table, voilà, on voit des métriques sur le loss de la loss function. On voit qu'il y a eu une seule itération. Ici, on a les métriques d'évaluation. Donc là, si vous vous souvenez, dans mon modèle d'AutoML Tables, j'avais à peu près la même mean absolute erreur pour l'AutoML que je n'avais pas laissé tourner assez longtemps. C'est-à-dire que là, pour juste 20 secondes, on a eu une mean absolute erreur qui est comparable à celle de AutoML Tables. Alors, ce n'est pas toujours le cas. AutoML Tables, en général, même quand on ne le laisse pas tourner très longtemps, il a des résultats qui sont meilleurs que BigQuery ML. Mais là, vous voyez que ça peut arriver. Même si on parle de interactif, rapide, pour faire beaucoup d'itérations, ben, on peut avoir quand même une mean absolute erreur qui est bonne. Ici, vous avez le coefficient de corrélation. En revanche, le coefficient de corrélation, je crois qu'il était meilleur dans le... Là, on avait un coefficient de corrélation de 0,34, alors qu'ici, il est de 0,29. Donc, selon si vous avez une cassette plutôt machine learning ou plutôt statisticien, ça peut quand même avoir une importance, le coefficient de corrélation. Donc voilà, mon modèle est trainé. Alors maintenant, est-ce que je suis allé... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mon schéma, ok. Donc maintenant, si je veux des métriques d'évaluation, parce que ça, c'est les métriques d'évaluation que sur le training set. Si je veux des métriques d'évaluation sur un autre set, je peux utiliser la fonction qui s'appelle evaluate. Donc, je fais ça. Et donc là, je dis que je veux évaluer sur mon dataset
Hospital Intake. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'évalue sur, au lieu d'évaluer que sur le training set, j'évalue sur l'ensemble du training. Je pourrais aussi, si j'avais fait moi-même un ensemble de tests à part, je pourrais aussi évaluer sur l'ensemble de tests à la place. Donc là, je run. Il dit qu'il ne trouve pas la table, parce que j'ai bien S. Je run, et là, vous voyez, donc la mean absolute erreur, elle est un peu différente. D'ailleurs, elle est encore un peu meilleure. Donc la mean absolute erreur est meilleure sur l'ensemble du dataset que sur le training set. Donc a priori, là, le modèle, il n'a pas overfité. Voilà, et donc une fois qu'on a évalué, on peut aussi faire les prédictions. Donc, au lieu de mettre evaluate ici, en fait, on met predict. Bon, allons-y, hop. Ok, donc si on prend le premier, là, par exemple, opioïde abuse et dépendance, qui était rentré aux urgences, qui a entre 30 et 49 ans. En vrai, il est resté 5 jours, et nous, on a prédit 4,06 jours. Enfin, le modèle a prédit 4,06 jours. On peut aller voir un autre. Celui-là, Aide Trauma, par exemple. Il a plus de 70 ans, il est resté 5 jours, et nous, on avait prédit 4,5 jours. Alors, j'entends un bip. Le R2 est tout de même bas. Oui, alors je suis pas un grand statisticien, donc je ne saurais pas dire. C'est vrai qu'en machine learning, on a plutôt tendance à regarder l'erreur, les erreurs que les modèles ont fait. Mais là, je ne saurais pas trop vraiment élaborer sur est-ce qu'il est préférable d'utiliser l'erreur ou est-ce qu'il est quand même important d'utiliser le R2. Ça atteint les limites de mes compétences en statistique. Mais c'est vrai qu'en général, en machine learning, on se base plutôt sur les métriques d'erreur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on est toujours dans BigQuery, on peut faire même des statistiques sur les prédictions. Donc, par exemple, je peux des averages. Comment se comporte mon modèle par groupe d'âge. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié le groupe d'âge à la fin. Cette requête-là. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est par groupe d'âge, voir quel est. Donc ça, c'est l'average réel. Donc les gens de 30 à 49 ans, ils restent en moyenne 4,8 jours à l'hôpital. Nous, notre modèle, il a prédit qu'en average, il restait 4,76. Voilà, pour ceux qui sont de 50 à 69, notre modèle a prédit qu'il restait à peu près 5,99 jours, alors que la réalité, c'est 5,98. Si on regarde en average, on est quand même assez proche. Après, si on regarde ligne par ligne, évidemment, le modèle fait quand même des erreurs. Voilà. Et dernière slide. Alors, sur BigQuery ML, je n'ai pas tout montré, il y a d'autres choses, notamment il y a tout un ensemble de fonctions qui s'appellent transform, qui permettent de faire des transformations sur vos données. Et évidemment, il faut que ce soit les mêmes sur les données qui ont traîné le modèle et sur les données que vous allez donner à prédire. Et donc, pour faire tout ça en SQL, il y a un ensemble de fonctions qui s'appelle transform et qui vous permettent de faire ça directement en SQL. Ah oui, j'oubliais sur le modèle, vous pouvez l'exporter ici. Pareil, vous donnez un endroit cloud storage et ça va faire pareil, ça va vous exporter un ensemble de fichiers texte avec des variables et puis le modèle en format TensorFlow si vous voulez soit l'utiliser pour le travailler sur vos machines, soit l'utiliser sur Cloud Platform AI. Voilà. Dernière slide de comparaison finale. BigQuery ML, donc on a vu c'est du SQL dans BigQuery. C'est bien si vous êtes data analyst, vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances ML, mais c'est bien aussi si vous êtes data scientist et vous voulez faire plein d'expérimentations.
combien de temps ça prend? 1 heure. Donc, vous voyez, moi, ça a mis moins longtemps, mais disons, le temps de préparer la donnée, s'il y a des problèmes dans les données, ou le temps de comprendre les fonctions si vous ne les connaissez pas. Et globalement, c'est quand même très interactif et ça permet d'itérer très vite. La plupart du temps, on écrit du SQL. Ça coûte pas très cher. Je vous laisserai regarder le pricing. L'accuracy, de moyen à haut, ça dépend un peu de votre dataset. AutoML, donc AutoML, ça utilise l'ensemble des algorithmes qui seront testés par Google pour essayer de trouver le meilleur algorithme pour votre problème. Et en général, ça donne de bons résultats. C'est mieux si vous êtes un développeur, donc en fait, vous êtes capable de juste modifier le dataset pour être sûr qu'il soit bien formaté, en ligne, en colonne, et qu'il n'y ait pas trop d'erreurs à l'intérieur. Ça prend à peu près une journée, le temps de créer, le temps de peut-être de modifier son dataset, le temps de l'importer, le temps de faire tourner quelques heures le train, et après c'est fait. La plupart du temps, on attend que le job se termine, ou alors on va faire autre chose. Cloud computing, donc les coûts, c'est moyen, disons, je crois que c'est 20 $, un peu moins de 20 $ le nœud-heure, sachant qu'un nœud-heure, ça correspond à 92 machines moyennes, je crois, donc il y a quand même un petit peu de puissance derrière. Et l'accuracy en général est très bonne. La dernière, si je repasse tout à gauche de ma frise du départ, c'est le custom model. Donc là, vous allez aller sur Cloud Platform AI ou alors sur vos propres machines selon ce que vous faites. Et donc, vous allez vous-même utiliser, je sais pas, Scikit-learn, TensorFlow, et vous allez utiliser l'infrastructure de Google pour la traîner. C'est plutôt pour des gens qui connaissent des data scientists, des gens qui connaissent le machine learning. Par contre, ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'itérations. On passe la plupart de son temps à coder. Et le coût, ça dépend un peu de ce qu'on fait, de la taille de la donnée, de la taille des machines dont on a besoin pour le training. Et l'accuracy, si on ne sait pas trop bien ce qu'on fait, ça peut être bas. Si on sait très bien ce qu'on fait, ça peut être très haut, et donc éventuellement plus haut que AutoML. Si quelqu'un est spécialiste en deep learning et qui passe un mois sur un modèle, voilà, il est possible de dépasser AutoML. Donc, la décision à prendre, c'est BigQuery, très interactif pour les data analysts qui sont sur BigQuery, c'est hyper rapide. AutoML, qui est très intéressant si on a un jour, en gros. Et celui-là, si on a quelques semaines, voire un mois, parce qu'on sait qu'on va avoir le meilleur modèle possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Et donc, j'ouvre la discussion si vous avez des remarques ou des questions. Ou si vous voulez mettre ce que vous en pensez aussi dans le chat. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des contraintes qui vous empêcheraient d'utiliser ces produits? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous êtes tous des spécialistes ML, donc il n'y a pas besoin? Alors, le posting training. Alors, du coup, pour les docs BigQuery ML, et ce sera la première qui apparaîtra sur Google. Bon, je peux quand même vous le coller directement dedans. Alors, sur AutoML Tables, c'est pareil. Et sur AI Platform, vu que c'est un ensemble de produits, ça va être juste un point de départ de la doc qu'on trouvera ici. Et vous verrez que ça vous emmènera vers les notebooks, ça vous emmènera vers comment on utilise GPU, comment on utilise des TPU, comment on fait pour servir son modèle. Il y a aussi une manière, si vous d'avoir de manière un peu plus simple, mais c'est quand même plus difficile que AutoML, pour certains types de modèles, de le faire de manière automatique. Alors, sur les dataviz ou les datasets sur le training. Alors, sur le training, alors si c'est sur, on va prendre le premier, on va prendre BigQuery ML. Donc, BigQuery ML, ça va être simple parce que, donc par exemple, pour le training, je pense que je parle d'évaluation. Là, je vais juste prendre l'évaluation.
juste pour l'évaluation. En fait, l'évaluation elle-même, cette fonction, elle retourne une table. Si je run, je vais voir une table. Donc en fait, cette table, euh, vu que BigQuery peut se connecter avec la plupart donc des outils de visualisation, donc par exemple Data Studio, mais ça peut être aussi Google Sheets, selon ce que vous avez chez vous. Vous pouvez directement vous connecter, du coup faire des statistiques sur ces tables-là. Ça, c'est pour BigQuery. Juste une petite précision, je crois qu'il y a aussi un connecteur Excel pour BigQuery. Ah, ok, Même intéressant. si, voilà. Même si bien sûr on préfère parler de Google Sheets. Vous voyez vraiment tous vos outils favoris, même Excel. Et donc ça, c'est pour BigQuery. Et ensuite, sur AutoML Tables, sur AutoML Tables, est-ce qu'on peut se connecter directement? Il faut que je vérifie. Parce que bon, il y a la console d'une part, mais derrière, il y a toutes les API que vous pouvez utiliser, soit en REST, soit avec des bibliothèques. Donc vous pouvez accéder à tout un tas de choses. Il n'y a pas forcément toujours tout dans la console. Parfois, il y a un peu plus côté programmatique. Par contre, je n'ai pas la réponse s'il y a un endpoint d'API qui permet d'avoir les évaluations. Je suppose que oui. En revanche, je ne suis pas sûr qu'ils répondent en ODBC et en JDBC pour se connecter à Excel, Data Studio, Sheets ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Je ne pourrais pas dire de bêtises. Après, sur le training, enfin, se former, il y a sur la partie AI plateforme, donc qui est beaucoup à base de TensorFlow, mais pas que, il y a aussi du Scikit-learn, etc. On a un cours, enfin vraiment sur la partie théorie du deep learning, du machine learning, du deep learning, qui est gratuit, qui s'appelle le Google ML Crash Course. Et qui est très complet, hein, voilà, c'est des heures et des heures de vidéos, d'articles à lire, etc., mais avec des exercices pratiques, donc ça accompagne bien sur le fait de se former au machine learning, et on peut réaliser les exercices sur AI Platform Notebooks, entre autres. Voilà. Et je crois que j'avais donné le lien dans la première conférence sur GCP, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut le retrouver sur Google aussi, ça? Oui, oui, cherchez avec Google ML Crash Course. Ok, bah top. C'est bien. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça a l'air bien. Merci. Donc, c'est pas spécifique, par contre, à AutoML Tables et BigQuery. Après, il y a sur ces produits-là, je pense, enfin, surtout BigQuery, je pense qu'il y a des choses intéressantes côté Coursera, voilà, coursera.org. Alors, c'est en plus, en ce moment, je crois que nos trainings sont gratuits pendant la période du Covid et de confinement. Donc, voilà, si on regarde, oui, enfin, je ne sais pas si c'est en passant par Coursera qu'on a accès à la gratuité ou en passant d'abord par Google, mais de toute façon, c'est Coursera à la fin. Si tu vas sur coursera.org/Google Cloud, voilà, il y a l'ensemble des cours. Voilà, on a confié un partenariat avec Google. Et donc, alors, il y a des ensembles de cours qui permettent d'obtenir des certifications, mais il y a aussi des cours directement. En fait, ils sont payants au tarif Coursera, c'est-à-dire que c'est dans les, je sais plus, c'est quelques dizaines d'euros par cours, et puis il y a des cours qui sont spécialisés sur le machine learning. Et alors, si vous contactez Céline Heller, alors on peut vous avoir des bons, mais en ce moment, de toute façon, voilà, les formations sont gratuites. Jusque quoi, fin mai ou fin juin? Je sais plus. Alors, je me demande si c'est pas fin juin et que ça n'a pas été étendu. Je ne sais plus les dates exactement, mais enfin, si on les commence en ce moment, c'est bon en tout cas. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que du coup, tout est gratuit pendant le confinement.
Et sinon, Christine, tu disais une présentation Cloud AI. Il faut voir avec Céline. Je crois que c'est pas encore prévu. Non, on avait montré le notebook très rapidement, voilà, au travers d'un Quick Labs dans la première session. Mais effectivement, on pourrait peut-être prévoir encore un petit peu. Sachant qu'effectivement, là, on va utiliser AI Platform. Ah, il y a deux aspects. Il y a appeler les API. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de code. Il y a plusieurs langages, mais effectivement, Python est très, très apprécié, très répandu. Et puis après, il y a vraiment coder les modèles en TensorFlow. Et là, c'est un petit peu plus. C'est vraiment du code pour data scientist. Voilà. Donc, je préconise plutôt de passer par Coursera dans ce cas-là, et par le ML Crash Course. Je vais arrêter le record pour s'il y a peut-être d'autres questions, des gens qui sont peut-être pas forcément à l'aise avec le record. Sauf s'il y a une question avant. Alors, je stoppe.